Donc, merci à vous tous de vous connecter pour cette ferme ouverte virtuelle. Voilà, on s'adapte hein, à défaut de pouvoir aller sur la ferme. On fait ce modèle qu'on avait déjà testé à AgroBio au printemps dernier. Donc voilà, Laurent et Sandrine ont accepté de jouer le jeu aussi. Donc voilà, alors ce qui va se passer, je vais vous remontrer juste les petites modalités de fonctionnement et mes collègues vont se présenter. Alors, juste de manière pratique, comme je vous disais, votre micro et votre caméra sont désactivés. Pour poser vos questions, ça sera avec la petite bulle conversée comme vous avez déjà remarqué. Donc, vous pouvez à la fois poser vos questions, lire les questions qui sont en cours et on fera des temps réguliers pour y répondre. En cas de souci, vous pouvez, si vous ne nous entendez pas, si ça coupe ou quoi que ce soit, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous pouvez contacter Laura qui est également là. Et voilà, s'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à faire des tests, couper votre micro, le remettre, etc. Laura, tu te présentes rapidement et après on laisse Sandrine et Laurent. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Laura Toulet, je suis une collègue d'Héloïse, plus spécialisée sur le volet bovin-lait que caprin. Et donc je vais être en charge de collecter les questions des uns et des autres que vous pourrez poser via le chat en bas de votre écran là, au cours de la présentation. Et puis il y aura trois temps de questions-réponses auxquelles on prendra l'ensemble des questions pour y répondre. Voilà, ça va être ma petite mission de l'après-midi. Ok, Laurent, Sandrine, je vous laisse la parole aussi rapidement. C'est bon? Juste vous présenter très vite, vu qu'après c'est vous qui allez parler tout l'après-midi. Mais... Bon, bonjour, moi je suis Sandrine. Bienvenue à la ferme. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Laurent Ignet et du coup on est tous les deux associés sur GAEC de la ferme de Lotier à Pimpon. Super. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est qu'on lance cette ferme ouverte. Donc, c'est une ferme ouverte un peu particulière, comme je le disais. On prend un petit temps quand même, on remercie nos partenaires qui nous permettent de nous adapter aussi. Donc, par rapport au format réel qu'on fait d'habitude, ils ont été aussi très positifs à nous encourager à faire ça en virtuel. Donc, vraiment la région Bretagne, l'Agence de l'eau, l'ADEME. Et on remercie aussi l'équipe de 38°5 qui a réalisé la vidéo que vous allez voir. Donc, sur le programme, on va commencer par une vidéo. Donc, voilà, une vidéo qui va durer une dizaine de minutes, donc qui va représenter toute la ferme. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à noter vos questions, etc. Et ensuite, on va reprendre étape par étape voilà, les différents ateliers sur la ferme. Et Sandrine et Laurent vont réexpliquer comment ça fonctionne chez eux. Et comme on le disait, on aura un petit temps à chaque fois pour que Laura recense les questions et qu'on puisse échanger de cette manière-là. Donc voilà, on va pouvoir partir avec la vidéo. Donc, j'ai vu quelques messages qui disent que les images sont pixelisées. Alors, on avait fait des tests avant, ça avait l'air de marcher. On va tenter la vidéo comme ça. Si jamais c'est trop pixelisé, vous pourrez quand même écouter le son et on retrouvera cette vidéo, on pourra la retrouver après sur le YouTube d'AgroBio. Donc voilà, c'est pas l'idéal. Normalement, ça fonctionne. Peut-être que comme il y a beaucoup de monde qui s'est connecté, le réseau est un petit peu moins performant et nous, on va couper nos vidéos en parallèle pour garder toute la bande passante. Donc Laura, tu nous fais le partage de la vidéo? Ça marche, je vous envoie ça. Bonjour, donc Bonjour. moi c'est Laurent. Moi c'est Sandrine. Voilà, on est installé à Pimpon sur une ferme de 33 hectares depuis 2008. Donc là nous on a un élevage de chèvres et aussi un élevage de vaches allaitantes. On produit aussi du jus de pomme.
Et on est en agriculture biologique depuis le début qu'on est installé. Donc là, on va aller voir les vaches, ça c'est notre quotidien, parce qu'elles vivent toute l'année dehors. On n'a pas de bâtiment. Moi j'ai 3 bretonnes pinoires, et après j'ai des normandes, j'ai des croisées bretonnes pinoires normandes. Avant j'étais chimiste, j'ai pris conscience que c'était pas mon chemin. J'ai travaillé 15 ans en industrie agroalimentaire. On a décidé de se rapprocher de l'environnement et de produire nous-mêmes de l'alimentaire. C'est pour ça qu'on s'est installé en ferme, donc hors cadre familial. Et là, on a trouvé une ferme sur Paimpont. Nous, on est installé sur 33 hectares. Toute la production est 100% herbe. On a 55 chèvres, on a 10 vaches et on a aussi des pommiers dispersés dans les champs. Donc du coup, dans une même parcelle, on produit de l'herbe, du pâturage, du foin et aussi de la pomme. Donc on valorise bien notre espace. Sur nos 55 chèvres, on a une production moyenne de entre 400 et 450 litres de lait par chèvre. Donc sachant qu'il y en a qui vont être un peu plus et d'autres un peu moins de 400 litres. Donc elles sont toutes à l'herbe. Mon domaine, ça a tout de suite été la fromagerie. Et en fait, j'aime bien. On fait à peu près 30 000 fromages par an. En fromage de chèvre lactique, toutes sortes de fromages, une dizaine à peu près. Voilà. Et pas mal aussi de fromages de vache, plutôt d'étonne. Et j'aime bien travailler avec la vie. Et on travaille avec du lait cru. Et le lait cru, eh ben, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. L'avantage de mon système, là, c'est qu'elles sont en semi-liberté. Donc j'ai les 5 hectares qui sont clôturés. Et elles sortent et elles rentrent comme elles veulent. J'ai plus de paddock à faire. Et j'ai pu aussi, un moment quand on fait du paddock tous les jours, c'est qu'il y a une zone où on est obligé de faucher pour faire du foin. Parce que là, bah, je laisse toute l'année, je touche pas à la prairie, quoi. Donc je gagne du temps. Eh ben, la haie, c'est super important parce que du coup, c'est une barrière contre le vent. Quand il y a du vent, aussi, ça fait de l'ombre quand il y a du soleil. Et puis aussi, ça leur apporte une alimentation parce que là, il n'y a plus de feuilles, mais quand c'est la saison des feuilles, il y a plein de feuilles. Et la chèvre adore ça. Elle mange en hauteur. Donc elle adore aller manger dans les haies. Et en plus, ça les occupe, ça crée aussi une diversité. Il y a de l'animation dans les haies. S'il y a un hérisson qui traverse, ils vont tous être en train de le regarder. Voilà quoi, c'est leur télé. Nous, on a fait le choix de ne pas nourrir les chèvres pendant la traite. Donc, monter les chèvres, ça prend du temps. Donc là, on a fait des quais où on monte 20 chèvres. Donc on a 2 quais, on monte 20 chèvres de chaque côté. Comme ça, on a 40 chèvres prêtes à traire en 2 minutes, quoi. Nous, on traite sur bidon. Donc l'avantage, c'est que le lait, il passe de la mamelle dans le bidon sans passer par une pompe. Il est juste aspiré par la pompe à vide de la machine à traire. Voilà. Merci les filles. Il ne faut pas oublier de les remercier parce que c'est une corvée aussi pour la belle traite. Elles sont bien gentilles, elles nous l'offrent le lait. Donc elles pâturent une herbe à peu près à 10-15 cm. Et elles ne vont pas chercher jusqu'au ras du sol. Donc du coup là, elles ont moins de risques de parasites. J'ai quand même un peu de parasites. Donc pour ça, on utilise des plantes ou du chlorure de magnésium pour lutter contre ça. Donc on a une haie de tanésie de l'autre côté là-bas. Donc on leur fait 2 à 3 cures de tanésie par an. Donc c'est une plante qui est bon contre le parasitisme. Après l'été, juillet-août, on paille notre fumière avec de la fougère. Donc la fougère aussi, c'est un antifongique et je pense que ça a un peu d'effet sur le parasitisme. Donc nos chevrettes sont élevées au lait en poudre. On a une louve qui prépare du lait. On accompagne ce lait avec du kéfir de lait parce qu'on a un souci qui s'appelle la paratube qui se transmet en fait par la tétée sous la mère, quoi.
Donc on évite aux petits de téter leur mère pour éviter ce problème sanitaire. Tout ce qu'on veut, c'est valoriser un espace. Donc on le valorise avec des vaches, avec des chèvres. Et en plus, au milieu, on peut planter des pommiers, comme là, au milieu de la prairie. On plante des rangées de pommiers, comme ça. On ramasse les pommes 8 fois dans l'année. Enfin, dans l'année à la période des pommes. Et on fait, du coup, 8 sortes de jus différents. Nos ventes, nous, se font par le biais d'un site internet qui s'appelle Click Tabarouette. Donc c'est un site internet qu'on a créé avec 10 producteurs. Le reste des ventes se font sur des magasins qu'il y a dans certaines fermes et sur le marché de Rennes. Ben, l'intérêt de se diversifier, c'est qu'on n'est pas sur des grosses structures. Tout est petit et puis tout est saisonné. Donc les chèvres produisent à une époque. Quand les chèvres arrêtent, ben, c'est les pommes qui commencent. Puis quand les pommes s'arrêtent, ben, c'est les vaches qui font leurs petits veaux. Et puis voilà, quoi. Tout s'enchaîne et c'est que des petites fermes dans une ferme. Donc voilà pour la vidéo. J'espère que ça l'a fait niveau qualité. Pour moi, c'était à peu près bien. C'était un petit peu pixelisé, mais on a eu les informations. Donc voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que on reprenne un petit peu la ferme étape par étape. Et donc voilà, maintenant c'est Laurent et Sandrine qui vont nous représenter ça. Et donc nous, en parallèle, on va vous remettre le PowerPoint du début et qui va un peu structurer. Alors, on va réessayer sur la qualité du PowerPoint. On va voir si ça repasse bien ou si c'est encore pixelisé. Vous allez nous dire ça. Alors. De mon côté, Héloïse, c'est encore un peu pixelisé. Donc, si tu veux, je peux... Si tu l'as sous la main, on peut réessayer. Ça va mieux marcher la connexion de ton côté. Je vais partager, moi. Ok, bon. Heureusement qu'on a notre support technique, Laura, présente avec nous. Voilà. Donc, vous me dites si c'est Moi, c'est top. Parfait. Bon, voilà. Donc, ça marche bien comme ça. Donc, en gros, donc, comme je disais, on va vous faire défiler ce PowerPoint et c'est Sandrine et Laurent qui vont commenter. Si vous avez des questions, vous les notez bien sur la partie conversation webinaire, vous les gardez de côté. Et à chaque fois qu'on fera des petites pauses, on prendra à chaque fois 10-15 minutes pour répondre aux questions au fur et à mesure. Voilà. Sandrine et Laurent, c'est à vous. Super. Donc du coup, moi c'est Laurent. Donc je suis installé à Pimpon depuis 2008. Donc on est parti d'un champ. Donc on a créé le bâtiment, on a créé la structure agricole. On est parti sur 3 hectares. Au départ, on avait 25 chèvres et 5 vaches, un petit peu de pommiers. Et avec le temps, on s'est agrandi un petit peu. On est passé à 3 personnes sur la ferme. Et avec aujourd'hui 55 chèvres, 10 vaches. On a aussi préservé des haies. On en a replanté aussi. On est à près de 15 km de haies bocagères. Et on est on dépasse un peu les 200 pommiers aujourd'hui. Ils ne sont pas tous en production, mais presque la moitié, quoi.
Alors, l'équipe, je vais vous présenter notre équipe. Donc, vous avez compris qu'il y a moi, Laurent et notre salarié, Brian. Voilà, donc moi, je m'occupe principalement de la transformation fromagère, des préparations de commandes et j'interviens aussi lors du ramassage des pommes, de la mise en jus et aussi l'administratif. Ça, c'est ma partie à moi. Notre salarié, il travaille principalement avec moi, en fromagerie aussi. Voilà. Et Laurent, lui, sa partie, c'est plutôt l'élevage, la vente, qu'on assure une partie en commun, et les pommes également, le ramassage des pommes, etc. Et les foins aussi. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est l'équipe. Au niveau organisation du travail, donc on a regardé à peu près par rapport à nos 3 temps cumulés, on est sur 30% de notre temps à l'élevage, 30% en fromagerie, 10% en administration et 30% aussi en vente, si on fait tous les temps cumulés. Voilà pour vous donner une petite idée. Voilà. En ce qui concerne après l'assolement, donc nous, on ne travaille pas le sol. On est sur essentiellement des prairies permanentes. Donc, on a toute la surface en herbe. On a quelques vergers pour l'instant encore, mais ils ne sont pas à côté de la ferme. Et autrement, sur la ferme, ben, on a les pommiers qui sont plantés en agroforesterie. Et donc, nous, notre production, c'est herbe, pâturage, foin, et puis aussi, on fait du zéro pâturage pour l'affouragement à l'auge des chèvres. On va passer à l'élevage caprin. Donc, l'élevage, donc là, on a des chèvres, donc 55 chèvres, on a 6 boucs. Les mises bas sont prévues pour entre février et mars, ça dépend des années. On garde nos chèvres jusqu'à leur mort. Et du coup, on fait un renouvellement tous les ans de 10 à 15 chèvres. Donc, en fait, on a un lot de 10 à 15 chevrettes tous les ans qu'on élève. Et on a à peu près entre 10 et 15 chèvres, du coup, les grands-mères qui meurent tous les ans. Voilà pour la production. Et après, en production lait, on est entre 400 et 450 litres de lait par chèvre. On est en monotraite, donc on traite que le matin. Du coup, la traite se fait le matin et comme on a vu sur la vidéo, du coup, nous, on a un système de traite sur bidon. Et vu qu'on ne nourrit pas les chèvres à la traite, c'est compliqué de les monter. Enfin, c'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Donc, on a fait 2 grands quais. Comme ça, on ne passe pas du temps à charger les quais et les décharger. Voilà. En 3 quais, voilà, la traite est faite, quoi. L'alimentation, elle est surtout basée sur l'herbe. Donc, on a du pâturage et de l'affouragement vert dans la même journée. On a aussi un peu de foin. Et autrement, on achète un peu de céréales ou des mélanges céréaliers, blé, pois, févrole, pour en fait le début de lactation, quoi. Voilà. Et puis un petit peu l'hiver aussi. Après, on essaie de valoriser surtout l'herbe. Donc, on favorise surtout le pâturage et l'affouragement en verre. Et puis le foin, quand il n'y a plus d'herbe à pâturer. La gestion du pâturage, du coup, nous, on fait un pâturage la plupart du temps, parce que des fois, on les déplace quand même et on fait un peu de paddock, mais ça, on essaie de le faire le moins possible. On a un pâturage libre. En fait, toute la surface qu'on a disponible autour du bâtiment est en accès libre. Là, on a un équivalent de 5 hectares. Et en fait, les chèvres, tous les jours, le sortent et font, pas tout le parcours, mais elles vont chercher l'herbe un peu partout.
sur ces 5 hectares. Et autrement, on a de l'herbe à lauge. Voilà. Et puis le foin en râtelier. Donc, ce système, on constate que en fait, quand c'est un pâturage libre comme ça, la chèvre, elle rase pas la prairie. Donc, du coup, on a… bon, ça fait que 2 ans qu'on fait ça, mais je pense qu'on a moins de parasitisme que quand on faisait en paddock. Où là, le paddock, on faisait fil avant, fil arrière. Et là, du coup, elles avaient tendance à raser parce qu'on ne mettait pas une surface forcément assez grande. Donc là, elles rasaient et mangeaient vraiment l'herbe très ras, quoi. Il aurait fallu, si on faisait ça, il aurait fallu que la chèvre ne pâture qu'une fois dans l'année au même endroit. Ou 2, mais pas plus, quoi. En plus, avec ce système-là, on a un gain de temps sur le paddock parce que du coup, on n'a pas de clôture à déplacer. Là, on a juste à ouvrir la porte et en même temps, vu qu'on ne la ferme pas, on n'a même pas la porte à ouvrir. Ils sont vraiment en accès libre. Après, on a un petit peu de parasites quand même. Du coup, nous, on utilise de la tanésie. On a une haie qui est très chargée en tanésie, donc on fait 2-3 coupes par an de tanésie. On utilise aussi du vinaigre de cidre, on utilise du bicarbonate de sodium, on utilise du chlorure de magnésium. Et après, on fait des mélanges des fois de thym, ortie, ail. Voilà, on fait comme une tisane, quoi. On leur donne à boire. C'est les seuls vermifuges qu'on fait autour des chèvres. La production des chevrettes, elle, du coup, on garde 10 à 15 chevrettes par an. On essaie de sélectionner des chevrettes qui n'ont pas tété leur mère à cause de ce problème de paratube, là, qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui, mais on n'a pas envie de retrouver. Et du coup, là, les chevrettes, on ne leur donne pas de colostrum, on leur donne un lait kéfir au biberon les premiers jours. Et après, on les passe à la louve avec du lait en poudre bio. Voilà, pendant 2 mois. Et puis, dès qu'on peut, on les met à l'herbe. Donc, elles ont à un moment, fin de leur… au moment du sevrage, on essaie de les passer à l'herbe pour qu'elles aient pâturage, foin et puis herbe à lauge. Voilà leur ration. Ok, merci. Donc déjà, on a balayé toute la partie un peu sur la ferme et l'élevage des chèvres. Je vois qu'on a déjà des questions qui arrivent. Donc voilà, n'hésitez pas donc, à tous poser vos questions. Là, on va prendre une dizaine, une quinzaine de minutes selon le nombre de questions pour déjà un peu revoir tout ce qui est partie élevage caprin. Et après, toutes les questions qui viennent sur la transfo ou sur les autres productions, donc les pommes, les bovins, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc voilà. Laura, je te laisse nous dire les questions un petit peu. Il y en a pas mal. Il y avait des questions déjà sur la présentation plus générale au moment de l'installation, sur les investissements de départ au moment de l'installation. Ok, on répond au fur et à mesure? Oui. Ok. Peut-être. Alors, vas-y, parce que c'est toi qui gères ça. Donc, du coup, nous, on est parti, on avait un petit budget. Donc là, on a acheté 3 hectares de foncier. Donc ici, on est sur Pimpron et sur des terres de lande, donc c'est du foncier qui n'est pas très cher. Après, on a autoconstruit le bâtiment, la fromagerie, et on a surtout investi dans du matériel d'occasion. Donc du coup, en investissement, on a déjà eu très peu d'aide sur les investissements. Et donc nous, en investissement, on a à peu près investi 110 000 € qu'on a fait emprunter à la banque. Ensuite, on a eu une aide, la DJA. Et moi, à l'époque, la DJA, c'était 14 000 €. Et voilà, en gros,
nos investissements. Ok. Il y avait une question du coup plus précise sur le type de matériel pour l'affouragement en verre dont vous êtes équipé aujourd'hui. Ouais, alors là, ça c'est notre plus gros investissement presque. Donc là, on a un tracteur, devant, c'est un petit tracteur, hein, c'est un Renault 55 chevaux, qui était à mon père avant, donc celui-là, c'est pas un gros investissement. Il date de 1978. Et autrement, on a une remorque autochargeuse. Donc là, c'est une petite remorque autochargeuse, un essieu, là, une 15 mètres cubes, je crois. C'est la plus petite qui existe. Et du coup, d'occasion, on l'a acheté 7 000 €. Voilà, ça, c'est notre gros investissement. Mais en même temps, nous, il est presque indispensable parce qu'on a 5 hectares autour de la ferme. Et après, En pâturage. en pâturage. Ouais. Et après, les prairies, on en a un petit peu, on en a 7 qui sont à peu près à 500 mètres. Et après, on part vite à 1 kilomètre de la ferme, quoi. On a une structure assez morcelée. Donc, du coup, l'autochargeuse nous permet quand même de bien valoriser des parcelles qu'on ne pourrait pas valoriser autrement qu'en faisant du foin. Ok. Donc, je reste avant de rentrer dans l'alimentation des chèvres et des chevrettes. Il y a pas mal de questions sur ce sujet-là. Sur des questions plus générales d'organisation par rapport au pâturage, il y avait des questions de détail, du coup, de compréhension, d'être sûr que du coup, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de clôture pour le pâturage. Et est-ce que l'un de vous deux peut détailler éventuellement l'utilisation de la tanaisie? Alors, du coup, nous, le pâturage, on a un équivalent de 5 hectares autour de la ferme. Donc, il y a quand même une clôture tout autour de ces 5 hectares. Il y a aussi une clôture autour des pommiers, parce qu'on a une centaine de pommiers qui sont plantés sur ces 5 hectares. Et après, c'est vraiment, elles sont en liberté, quoi. Elles ont quand même un accès aux haies, parce qu'on a mis les fils assez près de la haie. Donc, toutes les haies qu'il y a autour, elles ont accès. Et après, la tanaisie, nous, ce qu'on fait, je la fauche et je leur donne à manger. En fait, je la fauche. La tanaisie, elle a à peu près, nous, elle pousse, on la fauche à peu près presque 3 fois par an. Ouais. Et donc, du coup, quand je la fauche, j'ai une haie qui fait à peu près, j'ai une bande de tanaisie qui fait une centaine de mètres de long au bord d'une parcelle. Et en fait, je fauche en 3 fois, quoi. Donc, je leur donne de la tanaisie 3 jours de suite, au-dessus de l'herbe que je donne à l'affouragement. D'accord. En complément, du coup, j'aurais juste une question qui est liée. Là, est-ce qu'il y a des problèmes de développement de la haie ou des haies qui s'affaibliraient avec cette exploitation-là pour l'alimentation des chèvres? Sur la tanaisie? C'est une question plus sur l'exploitation des haies, mais du coup, ça Ah en oui. fait un peu Mais partie. après, sur l'exploitation des haies, il faut faire attention, il faut réguler. Il ne faut pas laisser la chèvre en libre service dans la haie, parce que là, elle mange tout, même l'écorce des arbres, quoi. Donc, quand on laisse une chèvre manger dans les haies, on met 2 fils assez espacés pour qu'elle mange entre les fils, mais qu'elle ne passe pas, quoi. Ok. Et, parce que là, si jamais elle passe dans la haie, là, elle mange l'écorce. Après, on a en bordure de cours d'eau, on a quand même une haie de saule, où là, on les laisse en liberté dedans. Sur le saule, après, on coupe les saules morts, mais ça repart bien, quoi. Mais sur nos pommiers, par exemple, là, on ne les laisse pas, on met un fil. Elle mange les feuilles comme ça qu'il y a autour, mais elle ne s'approche pas trop près du tronc. Ok, ça marche. On va passer peut-être, je sais pas, Héloïse, combien de temps tu as prévu pour les questions? Est-ce que je passe aux questions sur l'alimentation directement? Oui, on peut rentrer un petit peu sur les questions alimentation, aménagement peut-être du bâtiment de la chèvrerie. Après, sur les questions un peu plus globales sur le fonctionnement, la satisfaction au travail, les résultats économiques, tout ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, on peut parler un peu alimentation, chèvrerie et mais quelques questions sur la traite et la monotraite aussi. Donc, on va essayer de faire tout ça encore 5-10 minutes avant d'enchaîner sur la Ça suite. marche. Donc, il y avait des questions par rapport à la gestion de la traite, effectivement. Des premières questions peut-être que vous avez évoquées qu'il n'y avait pas de grain au moment de la traite. Pour quelles raisons et quels sont les intérêts de cette pratique? C'est qu'en fait, nous, on ne donne pas de la céréale tous les jours. Ouais, tous les jours. Parce qu'on n'en produit pas.
Donc, notre objectif, c'est pas de valoriser une céréale. Donc, vu qu'on n'en donne que vraiment s'il y a besoin, quoi. Donc, elles n'en ont pas toute l'année. Donc là, elles en ont un petit peu, elles vont en avoir un petit peu plus au moment du départ en lactation, mais dès qu'elles vont être qu'il y aura beaucoup d'herbes, nous, on va arrêter les céréales. Donc du coup, si on s'est dit, si on les habitue à les faire monter sur le quai avec des céréales, ça va être compliqué quand on n'en donnera plus. Donc en fait, on les a habitués à être traites sans qu'on leur donne à manger pour monter sur le quai. Et c'est pour ça qu'on a un grand quai, parce qu'on s'est aperçu que ça prenait du temps de monter les chèvres sur un quai. Donc là, on prend notre temps, on les monte, mais une fois qu'ils sont sur le quai, on en a 40, quoi. Donc après, il n'en reste plus qu'un autre quai à faire. Donc sur un global, on ne passe pas beaucoup de temps au chargement des quais. Ok, ça marche. Il y a une question en lien toujours avec la traite, plus au niveau technique, aménagement de la salle de traite, sur la manière dont vous avez procédé pour raccorder les bidons et avec quel fournisseur. Ah ouais, alors nous, là en fait, c'est très simple, notre système de traite, parce que c'est une pompe à vide, comme toutes les machines à traire. Donc là, on a acheté une pompe à vide dans une ferme qui ne s'en servait plus, parce que c'est une vieille pompe à vide. Et après, le principe du bidon, c'est en fait, il y a un couvercle sur le bidon. Et il y a une entrée il y a une arrivée pour le lait, puis il y a un tuyau pour l'aspiration, quoi. On fait le vide dans le bidon. Ils utilisent ça, ils utilisent encore ce système-là dans les fermes quand il y a une mamite, par exemple, et qui traite sur le bidon, quoi. En gros, nous, c'est comme ça pour toutes les chèvres. Il y a la griffe qui est branchée, hop, le tuyau il va direct sur le couvercle du bidon, et puis sur l'autre, il y a un autre tuyau qui part où ça aspire. C'est toi qui l'as fait. Et après, c'est moi qui ai tout construit, donc il n'y a pas de fabricant. Voilà. On a Fabricant Laurent Igné. Après, c'est pas compliqué, hein. J'ai mis des tuyaux PVC pour le vide, et puis après, j'ai pris les tuyaux qu'on vend dans le commerce pour le transfert du lait, mais c'est juste un tuyau. Il y a 1 mètre de tuyau, de la mamelle au bidon, quoi. Voilà. Ça marche. Toujours par rapport à la traite, et après on basculera sur l'alimentation. Là, il y a 50 chèvres traite à peu près. Combien de temps ça vous prend? En comptant la traite et le lavage, en pleine lactation, ça nous prend 1 heure. Voilà. Entre 1 heure et 1 heure et quart, ça dépend. Ça dépend si elles sont. Mais en général, en pleine lactation, elles montent facilement sur le quai. Après, c'est le temps de la traire, quoi. Voilà. Il faut 2 à 3 minutes par chèvre. Voilà. Nous, on a 8 griffes. Alors, si on est tout seul, on n'utilise pas forcément les 8 griffes. Donc, des fois, on n'en traite que 6 à la fois. Après, si on est 2 à traire, là, du coup, on utilise les 8 postes. Voilà, donc quand on est 2 à traire, ça va un peu plus vite, mais quelque part, on passe autant de temps. Mais il faut compter 1 heure. Entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà. D'accord, ça marche. Bon, on va passer sur l'alimentation. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, de toute façon, on amènera peut-être des éléments de réponse avec un document qui reprendra l'ensemble des questions avec les réponses complémentaires. Soyez pas trop frustrés. On va passer sur les questions alimentation. Peut-être je vais vous remettre le diagramme de l'alimentation parce qu'il y a des questions qui y font référence. Il y avait une question sur peut-être plus pour toi, Héloïse, du coup, qui a fait le graphique sur à quoi correspondait le liseré bleu là dans le diagramme de l'alimentation. Oui, je viens de voir que ma légende n'est pas complète. C'est la partie luzerne déshydratée qu'on a en bleu tout en haut. Donc, on a un peu de luzerne déshydratée, un peu de mélange céréalier, donc vous allez nous dire ce que c'est. Du foin, on avait une question d'ailleurs sur les techniques de récolte du foin. Et après, 50% pâturage à fourragement en verre. À côté, pareil, on ne voit pas très bien, on a des coûts alimentaires. Donc, à gauche, le plus petit, c'est donc sur la ferme de Lotier. À droite, c'est une moyenne de plusieurs producteurs bio d'AgroBio 35, donc avec des circuits longs et du circuit court. Donc voilà, et donc des systèmes assez différents aussi, avec des niveaux de production différents, et donc qui nous montrent
que, en tout cas sur la ferme de Sandrine et Laurent, le coût alimentaire est assez faible aussi, parce qu'il y a peu de concentré et que voilà, il y a aussi l'outil d'affouragement en verre et le pâturage qui sont beaucoup utilisés. Donc voilà, alors les questions, Laura, est-ce que tu peux nous les redire? Oui, alors du coup, pour rester sur ce tableau d'alimentation, il y a effectivement la question de la récolte du foin. Quelle méthode vous utilisez? Est-ce que c'est des balles? Est-ce que c'est du foin en vrac? Vous pouvez détailler Ah, ça? alors nous, le foin, on est sur de la récolte en botte de paille, en botte de foin, en roune balaire, quoi. Et on essaie de faire des fauches très tôt dans la saison et une herbe pas trop avancée, quoi. Voilà. C'est les piaisons, mais pas de l'herbe sèche debout, quoi. Donc on essaie de, si vraiment j'arrive pas à faire une fauche en mai, des fois ça m'arrive que je broie la parcelle. Je peux broyer de l'herbe pour faire une fauche début juillet d'une herbe plus jeune, quoi. Donc, on essaie d'avoir des foins. Donc, c'est ça qui est compliqué. On essaie d'avoir des foins riches, sachant qu'en mai, c'est difficile de faire des fauches parce que la météo, c'est pas toujours. Enfin, c'est encore un peu humide. Donc, les meilleures fauches, c'est quand même le mois de juin et puis juillet. Donc, voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare l'herbe pour qu'on ait une herbe qui fait 15 cm, 20 cm de haut. Et, et du coup, pas trop avancé dans son épiaison. Vous êtes Et sur le fanage se fait à la pirouette et puis après on botelle en roue. D'accord. Et du coup, vous êtes sur des potentiels de rendement de quel ordre de grandeur, avec combien de fauches à peu près pour les prairies de fauches par an? Alors, les prairies, elles sont toutes pâturées, soit par des chèvres, soit par les vaches. Donc, il y a au moins déjà, je considère que ça, c'est une fauche. Et après, on peut faire, donc il y a des parcelles qui sont pâturées 2 fois. Et on fait entre 1 et 2 coupes de foin par parcelle. Voilà. D'accord. Là, En sauf plus du cette année, pâturage. certaines parcelles, on a peut-être fait 3. Mais bon, voilà. Après, en rendement, foin, on est à peu près à 3-4 tonnes à l'hectare, quoi. Sachant qu'il y a eu déjà avant du pâturage et puis qu'après, il va y avoir encore du pâturage. D'accord, ça Nous, on marche. ne cherche pas Et à faire beaucoup de rendement, on cherche à faire plutôt du haut de gamme, quoi. Après, ça reste des chèvres, c'est un peu difficile quand même. Donc, si l'herbe est trop fibreuse, elles ne vont pas la manger. Donc, plus il y aura de feuilles, plus elles vont manger. Mais après, il faut qu'il y ait un équilibre pour qu'il leur faut un peu de fibre aussi. Donc, voilà. Mais on essaie plutôt de faire du foin qui ne sert pas à pailler la litière. ok, ça marche. Et en termes de composition des prairies, du coup, si vous êtes en toute herbe, ça doit être des Alors là, prairies du coup, nous, permanentes, c'est la j'imagine. prairie qu'on ne travaille pas. Donc, on a très peu de raigrats. C'est surtout fétuque, dactyle, trèfle. On a du plantain, du pissenlit, de l'otier. On peut, enfin, voilà, ça, après, on est sur des plantes un peu sauvages, quoi. Mais en fonction de comment on travaille la prairie, on peut en avoir qui sont plus ou moins riches en légumineuses. C'est dès le printemps comment on la prépare, quoi. Donc nous, les parcelles où je veux beaucoup de légumineuses et plutôt une herbe riche, un foin riche en légumineuses, du coup j'essaie de faire des fauches très tôt ou des pâturages très tôt et puis refaire une fauche très tôt, voire broyer l'herbe pour qu'il y ait plutôt des légumineuses que de la graminée. D'accord. En L'autochargeuse termes, me fait pas mal à ça. vas-y. L'autochargeuse me permet de faucher l'herbe très tôt dans la saison et du coup derrière, souvent il repousse de la légumineuse. Ça marche. En termes de complémentation, en complément de l'herbe, là, du coup, les mélanges céréaliers indiqués, est-ce que vous pouvez préciser de quel type de mélange céréalier il s'agit et en quelle quantité est-ce que c'est apporté et si c'est apporté en grains, aplati, voilà, un petit peu plus de Ouais. détails là-dessus. Alors là, nous, le mélange céréalier, là, moi, c'est un copain qui fait des céréales et qui je les achète. Donc là, il me fait un mélange. Là, j'ai de l'avoine, j'ai de l'orge, du pois et de la févrole. Et du coup, c'est à peu près moitié pois févrole et moitié avoine orge. Là, j'ai même pas beaucoup d'orge, j'ai surtout de l'avoine.
D'accord. Et là, on en donne surtout à cette époque et puis début de lactation, là, jusqu'en mars. On peut aller jusqu'à 300 grammes par chèvre. Voilà. Là, en ce moment, on doit être à 100 grammes. Là, on va monter un peu et on va jusqu'à 300 grammes par chèvre. Et après, au début du pâturage, là, on donne aussi des bouchons de luzerne. Donc là, on va commencer à en donner un petit peu pour les habituer et on peut aller jusqu'à 100 grammes de bouchons de luzerne. Mais ça ne dure pas Et donc, longtemps. Les bouchons de le, luzerne, oui, ça dure vraiment, c'est février, mars, avril. Après, on réduit ça. et la façon dont c'est distribué, vous les Après, aplatissez sur place ou c'est déjà aplati quand vous recevez les grains ou... non, Non. nous, on reçoit les grains, je les reçois en big bag. Ouais. Ils sont bruts, quoi. C'est sorti comme si c'était sorti de la moissonneuse. Et puis, on les donne comme ça. Même la févrole, on n'écrase rien. D'accord. On va passer sur des petites questions plus en lien avec l'élevage des chevrettes, avant d'avancer peut-être un peu ensuite et puis revenir sur les questions résiduelles si on a encore un peu de temps. Il y a une question vis-à-vis de l'utilisation du lait en poudre. Est-ce que vous avez des perspectives d'évolution de cette pratique-là? Notamment, était citée là en idée l'utilisation potentielle du lait de vache dans la phase lactée des chevrettes. Alors après, nous, on est passé sur du lait en poudre. Avant, on donnait le lait des chèvres. On laissait même les petits tétés à une époque. Après, on a donné le lait, on trayait les chèvres et on donnait le lait dans les sautétines, là. Et on a eu la paratube. Donc là, du coup, on nous a dit qu'il faut arrêter de faire téter les petits. Et puis, si on donne le lait de chèvre, il faut bien nettoyer les mamelles. On les nettoie déjà pour la traite, mais là, il fallait vraiment être très rigoureux. Donc, on est passé au lait en poudre. Et aujourd'hui, on a une machine dans laquelle on met le lait en poudre. Et puis, elle prépare le lait à la bonne température. Et puis les petits têtes, le lait est fabriqué au fur et à mesure qu'il tète. Donc là, il y a un côté ultra pratique qui demande juste à nettoyer les tétines de temps en temps. En plus, nous, on a un bypass où il y a du kéfir. Donc, on ne désinfecte pas trop le système. Donc là, on a un côté pratique avec ça. Donc après, on y a pensé au lait de vache. Le truc, c'est que nous, on ne traite pas nos vaches, parce que c'est des vaches allaitantes. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait aller chercher du lait de vache chez un voisin. Dans notre coin, il n'y a pas de... Le voisin le plus proche en bio, c'est où on va chercher du lait, là, il est à 15 km. Et voilà. C'est qu'on s'est habitué à un confort avec ce lait en poudre. Après, c'est un peu plus cher. Le lait en poudre bio, il est à 100 € le sac, là. Bon, il ne faut pas le gaspiller, quoi. Mais en même temps, on a un confort de travail qui est, voilà, c'est assez confortable. Et puis, on a une bonne croissance des petits. Avec notre kéfir à côté, on n'a pas de problème on n'a pas de diarrhée, on n'a pas de, voilà, pas de problème de croissance. Donc, voilà, pour l'instant, ça nous convient bien, quoi. Et justement, par rapport à l'ajout du kéfir, où est-ce que vous êtes allé chercher l'idée d'intégrer du kéfir et pour quelles raisons? En fait, dès qu'on est passé en lait en poudre, on a eu quelques soucis de digestion du lait. Et là, du coup, je ne sais plus à l'époque comment ça s'est fait, mais en discutant avec un autre éleveur, il m'a dit il faut donner du kéfir. Et comme ça va faire travailler leur flore intestinale. Et puis, il m'a filé un bout de kéfir de lait, là, et puis on est parti avec ça. C'est du kéfir de lait. Pour ceux qui connaissent un peu le kéfir, il y a deux sortes de kéfir. Nous, on boit souvent du kéfir de graines, mais là, c'est du kéfir de lait. Donc, c'est comme une mer de vinaigre qui se développe sur le lait. Ça fait comme un lait fermenté. Et du coup, avec le kéfir, il n'y a plus de problème. Même on désinfecte même plus les tétines. On les nettoie à l'eau, mais c'est tout, quoi. Et donc, tu dis que ça a un coût supplémentaire quand même. Tu peux donner des ordres de grandeur du coup là du lait en poudre? Le lait en poudre, en gros, le sac, c'est 100 €, quoi. Ouais, 125 même.
les 25 kilos. Les 20 kilos. Ouais, c'est entre 100 et 125 € les 20 kilos. Donc, nous, on essaie de… En gros, c'est un sac par chevrette. Et du lait pas bio, parce qu'à une époque, on était en pas bio parce que ça n'existait pas le lait en poudre bio, c'était 2 fois moins cher. Mm. Et aujourd'hui, si on achetait du lait de vache, bah, je crois qu'il est à 50 centimes le litre. Je ne sais pas combien ça ferait, on n'a pas fait le calcul, mais ça doit pas être beaucoup moins cher que du lait en poudre. Hein. Je pense pas. Hein. 50 centimes. Après, c'est le mode de distribution. Voilà. C'est que là, avec la poudre, on a une machine qui fabrique du lait. Si on avait du lait autrement, il faudrait le réchauffer. Et puis, voilà. Nous, on n'est pas équipés pour ça, mais ça peut être une solution. Mm. Ah, mais vous l'avez bien dit, c'est aussi un confort de travail qui n'est pas comparable. Voilà. Ouais. Il y a une dernière petite question pour clôturer ce chapitre-là sur les chevrettes, et puis ensuite on passera. Il y a des questions sur la transfo en lien avec l'alimentation, mais peut-être qu'on les posera du coup en lien avec la seconde partie. Sur la louve, du coup, pour la préparation du lait, un ordre de grandeur du coup aussi. Alors après, les louves, nous, vu que c'est une petite louve, eh ben, à l'époque où on cherchait des louves, toutes les fermes se sont agrandies et ils n'avaient plus besoin de petites louves. Donc on l'a acheté d'occasion. Elle était presque neuve. Et là, on a dû la payer 700 € pour la louve. Ouais, C'est ça. un peu moins, 500. Ouais. Maintenant, une petite louve, ça vaut 1500 € à peu près. D'accord. Ouais. Ouais. Et petite louve, ça va pour combien de chevrettes au maximum? Bah, nous, on pourrait en mettre 20 ou 30. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Bon, je suis désolée, on va arrêter les questions sur cette première partie, mais je pense qu'on devrait avoir un peu de temps peut-être en fin de déroulé de la présentation pour revenir dessus. Et puis, dans tous les cas, il y aura un document de synthèse des questions qui ont été posées pour celles pour lesquelles on n'a pas eu l'occasion de répondre là pendant le premier déroulé. Héloïse, je te laisse reprendre la main. Ok, super, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue la présentation, qu'on embraye sur la partie transfo maintenant. Donc, transfo, commercialisation, tout ça. On fera une petite pause, question. Et après, on reviendra sur l'approche globale. Donc, on reparlera de tout le fonctionnement de la ferme. Donc, voilà. Allez, c'est reparti. Alors, au niveau transfo, donc on travaille principalement à deux au niveau de la partie transfo. On transforme à peu près 25 000 litres de lait par an, ce qui nous fait à peu près 30 000 lactiques en différentes gammes. On a des natures aromatisées, plus ou moins affinées. On fait du fromage blanc, du petit suisse, quelques tomes aussi, ça dépend de la saison. Des fois, on a besoin de stocker un petit peu. On achète également du lait de vache. Donc, on a une structure à côté, une structure commerciale maintenant, qui nous permet d'acheter du lait de vache en bio et de le transformer en tomes. Donc, pareil, on a une déclinaison de tomes qui évolue aussi. Voilà. Au niveau de l'organisation, on passe quand même beaucoup de temps en fromagerie à faire le ménage et la vaisselle. Il faut savoir quand même que c'est 50% de notre temps et c'est énorme, où on frotte, on brique et on nettoie. Notre fromagerie, elle fait à peu près 70 mètres carrés. On a récupéré, donc ça c'était quand on s'est installé, encore dans l'idée de récupérer. On a contacté un vieux supermarché qui était en cours d'abandon et puis qui allait être démoli. Et Laurent, avec d'autres amis, ont passé un mois à récupérer les panneaux sandwich pour ensuite les remodeler à notre manière. Et donc la fromagerie, le coût de la fromagerie, finalement, ça ne nous a pas coûté très très cher. Je crois que tous les panneaux sandwich, ça a coûté dans les 5 000 € au départ. Il fallait juste les remonter.
Voilà, donc ça c'est un bon plan, un bon occasion pour récupérer. Et donc au niveau de l'organisation, le matin, on démoule, on moule, on travaille juste après la traite, donc on récupère le lait directement après la traite. Nous, on n'a pas de temps qu'à lait. Donc on ensemence directement le fromage, on en présure derrière. Et ensuite, il y a toute la partie retournement des fromages, transfo, retournement des fromages, moulage. Et puis, il y a aussi toute la partie commercialisation, donc là, préparation des commandes. Mine de rien, on a regardé à peu près au niveau de la répartition de nos temps de travail. La fromagerie, ça prend 30% du temps de travail. Mais si on prend, là, c'est la fromagerie sans la vente. Sans la vente et la préparation de commandes. La préparation de commandes, ça prend à peu près ça prend 10% à peu près de notre temps de travail aussi. Donc, on peut dire que la fromagerie plus la préparation des commandes, ça prend 40% du temps de travail sur 3 personnes. Sachant que Laurent et moi, on bosse 40 heures par semaine et que notre salarié il bosse entre 20, des fois 25 heures par semaine. Donc, en fait, c'est un poste important au niveau du temps de travail. Et l'organisation, c'est important de ne pas trop perdre de temps. Voilà. Donc, au niveau des points de vente, je vais laisser Laurent. Alors, la commercialisation, nous, on l'a fait sur le marché de Rennes. Donc là, on a un seul marché. On a un site internet aussi en collectif qui s'appelle Click Tabarouette, où là, c'est à peu près 200 paniers par semaine qui sont distribués. Et puis, autour de Click Tabarouette, en fait, il y a des magasins qui se sont ouverts dans quelques fermes. Donc, on a 3-4 magasins de producteurs, plus un autre magasin collectif sur Augan. Donc, ça, c'est nos 3 moyens de vente, le marché, Click Tabarouette et les magasins. En termes de chiffre d'affaires, le marché, nous, c'est presque 50% de notre chiffre d'affaires. Et Click Tabarouette, c'est 30%. Et puis, les magasins, ça représente 20% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Pour les ventes, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le temps qu'on passe, pour les ventes, on passe à peu près 15 heures par semaine autour du marché. Click Tabarouette, ça nous prend à peu près entre 10 et 12 heures par semaine. Et puis, la préparation des produits et la livraison des magasins, c'est à peu près 5-6 heures aussi par semaine. Voilà. Donc, sur un total, on a regardé… On passe 35 heures par semaine, en gros, à vendre, à préparer et vendre les produits. C'est une grosse part de notre activité, en fait. Donc, on est paysan, mais on est aussi à 35%, on est commerçant. Ok, bon, bah, pareil que tout à l'heure, on va pouvoir reprendre un petit peu les questions déjà qui sont arrivées. Donc, voilà, à la fois sur la transfo en tant que telle, s'il y a des questions sur les produits, sur la technique de transfo, sur la fromagerie, sur l'aménagement de la fromagerie de matériel et sur la vente et sur l'organisation du travail. On a déjà des petites questions. Donc, voilà, Laura, peut-être qu'on peut commencer avec les questions transfo, enfin, fromagerie, matériel, tout ça. Oui, j'allais même reprendre une question qui avait été posée précédemment sur au démarrage, du coup, par qui et comment est-ce que vous vous êtes fait accompagner pour la mise en place de la fromagerie sur la ferme? Alors là, je crois que En fait, moi, j'ai bossé 15 ans en industrie agroalimentaire. Et donc, du coup, j'avais déjà des connaissances sur les marches en avant, sur les salles propres, les salles grises, les salles blanches. Et on ne s'est pas beaucoup fait accompagner. Et puis Sandrine, elle a aussi bossé dans
dans des laboratoires pharmaceutiques, où il y a aussi voilà, c'est des règles de base, hein, c'est la marche en avant, et puis respecter salle grise, salle blanche, et voilà, la chaîne du froid. Et donc, du coup, on a fait avec nos acquis. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, en termes d'équipement, là, alors il y a peut-être qu'Héloïse, tu vas pouvoir répondre, je ne sais pas, mais il y avait une question, je pense, de visualisation de l'atelier de transformation, à savoir si on n'avait pas des photos ou des plans de l'atelier de transformation pour nous aider à voir. Je te laisse regarder ça et si tu retrouves. On ne l'a pas sous la main. Là, je ne sais pas si vous aviez votre plan. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le prendre. Si vous en avez un, à la limite, ce qu'on pourra faire, c'est vous me le renvoyer et comme ça, je le mettrai dans la présentation qu'on renverra par mail. Ouais. Ouais. On peut faire comme ça, ouais, parce qu'on a juste les surfaces là. Mais on fera ça, du coup, on récupérera le plan. Et puis, bah, c'est vrai que dans la vidéo, on voit quelques images, mais c'était pas facile de faire une vidéo de vue d'ensemble de la fromagerie. Ouais, ça marche. On fera comme ça. Sandrine, tu abordais le temps de travail qui était pris par tout ce qui était nettoyage, lavage. Et il y a une question pratico-pratique à savoir si vous êtes équipé en lave-vaisselle dans le laboratoire de transfo. Ah, c'est une bonne question, ça. Merci de la poser. Pendant 7 ans, on a fait la vaisselle à la main parce que moi, je n'ai pas fait de stage en fromagerie. En fait, j'ai tout de suite, comme dit Laurent, on n'a pas vraiment eu de formation. Et en fait, j'ai transformé que chez nous. Je n'ai jamais fait de transformation ailleurs. Donc, j'avais fait des stages où les gens, ils n'avaient pas de lave-vaisselle. Donc, j'en ai pas pris non plus. Et c'est une grosse connerie. Il ne faut pas faire ça. Il faut tout de suite budgéter un lave-vaisselle parce que quand vous passez déjà 50% de votre temps à faire la vaisselle, si en plus vous la faites à la main, c'est n'importe quoi. Donc, faites pas comme nous. Budgétez tout de suite un lave-vaisselle. C'est vraiment, c'est la base. Voilà. Le message est clair au moins. Toujours pour rester dans la partie structuration du laboratoire, il y a des questions techniques en termes de construction sur les panneaux sandwich que tu as évoqués, Laurent, sur le matériel, enfin le matériau plutôt. Est-ce que ce sont des tôles ou est-ce que c'est en polyester? Et est-ce qu'il y a du carrelage ou de la résine? Alors, je réponds juste pour le sol. Nous, on était en béton ciré jusqu'à maintenant. Et la DSV nous a demandé avec insistance de changer notre sol. Et donc, l'année dernière, on a mis de la résine. On s'est dit, bon, ben voilà, là, on a mis de la résine, c'est super. Sauf que chez nous, elle n'a pas tenu. Et là, il y a des travaux actuellement dans notre fromagerie où là, on met du carrelage. Alors, clairement, je sais que la DSV n'accepte plus normalement les sols cirés pour les nouvelles personnes qui vont s'installer. Clairement, mettez du carrelage direct avec des joints qui s'adaptent à la fromagerie. Voilà, ça c'est vraiment le conseil. Faites pas comme nous. Les tarifs, eh ben, là je reçois un message sur les tarifs. Je sais plus le tarif du carrelage. Je pourrais vous mettre ça dans la. Nous là, on a investi là pour refaire la fromagerie. Et en gros, on fait carreler 30 mètres carrés. Ça doit être 3 600 € dans ce cas-là. Voilà, TTC. Ouais. Ils ne sont pas chers. Là, c'est des carreleurs. Si on a fait plusieurs devis et voilà. Et sur la partie panneau sandwich, du coup? Alors, sur la partie panneau sandwich, nous, on a récupéré des panneaux dans un ancien supermarché. Donc, c'est des vieux panneaux. Ils font 80 d'épaisseur. Ils sont tôlés. Il y a une tôle de chaque côté, galvanisée et peinte en blanc, là. Et puis, à l'intérieur, il y a 80 cm c'est du polystyrène. Voilà. Et au frigo, on en a qui sont un peu plus épais. Ils doivent faire 15 cm. Je ne sais pas pourquoi, il y avait des panneaux doubles. Du coup, nous, on les a mis autour du frigo. Et si c'était à refaire? On ferait comme ça. Ouais. Oui, Ça fait une fromagerie qui n'est pas chère, quoi. Et puis qui est aussi bien qu'une neuve, parce que c'est pareil. Mais par contre, il faut être bon bricoleur.
et il ne faut pas être tout seul, quoi. Ok, ça marche. Toujours dans les locaux, il y a la question de tout ce qui est gestion de l'assainissement et ensuite dans un deuxième volet de tout ce qui est agrément sanitaire. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui et comment est-ce que vous procédez? En ce qui concerne l'assainissement, on a un égout pour les eaux usées. Donc là, du coup, toutes ces eaux, elles vont sur un bassin. On a des bassins phyto-roseaux. Donc il y a 4 bassins qui se suivent là. Et ça, pour ça, on a été accompagné par AgroBio. À l'époque, il y avait un accompagnement là-dessus. Et puis autrement, pour le petit lait, lui, il y a un autre réseau pour le petit lait et ça va dans des cuves à l'extérieur. On a des cuves de 1000 litres. Donc le petit lait, il va dans ces cuves-là. Et après, il est redistribué pour des cochons qui ne sont pas chez nous. Très bien. Et en termes d'agrément sanitaire, du coup? En termes d'agrément, Alors là, on n'est pas à l'agrément européen. non, on n'est pas à l'agrément européen et c'est un terme bien précis. Comme on est une toute petite structure, on a eu un feu vert de toute façon de la DSV, mais je ne sais plus exactement quel est le terme exact, il faudrait que je le retrouve. De toute façon, on présente le projet à la DSV et de toute façon, quand on ne peut pas mettre en route son atelier, on peut le mettre en route qu'à partir du moment où la DSV est passée et nous a donné le feu vert. Voilà, donc on a eu ce feu vert et depuis, on n'a pas besoin de ce document. Voilà. Et vu qu'on vend à proximité, on n'a pas besoin de l'agrément européen. C'est ça. Nous, le plus loin, c'est Rennes, et du coup, c'est à 40 km. Voilà. L'agrément européen, c'est quand on dépasse les 80 km et qu'on fait peut-être certains magasins, je ne sais pas. Mais nous, dans notre système, on n'a pas besoin de ça. Merci. Et donc, pour terminer, avant de passer sur d'autres questions plus techniques, toujours pour rester dans la conception du laboratoire, comment est-ce que vous gérez la climatisation et le chauffage du local? Alors, dans les frigos, on a des groupes frigos. Dans le Haloir, on a un groupe qui maintient une température toujours à 14 degrés. Donc là, il chauffe et il refroidit. Et dans les caves, en fait, on n'a que des groupes frigos qui refroidissent si ça monte trop en température. Après, la fromagerie, elle est à peu près centrée au milieu du bâtiment. Donc, elle est bien isolée des vents extérieurs, du froid extérieur. Et puis, de l'autre côté, il y a la chèvrerie qui dégage un peu de chaleur. Donc, et on travaille surtout au jour où il ne fait pas très froid. Donc, on ne refroidit pas la fromagerie. Et juste de temps en temps, on a peut-être en début de saison besoin de la chauffer. Et là, on met un petit radiant. Ça marche. Donc, je vais revenir sur des questions un petit peu plus en lien avec la partie précédente. Là, on avait juste avant une question sur l'influence de l'alimentation sur la partie transfo. Est-ce que c'est quelque chose, vous avez dû ajuster l'alimentation dans ce projet de transformation ou est-ce que vous voyez des répercussions, des modifications de l'alimentation sur la partie transfo? Ouais. Ben, quand on était en double traite, on est resté en double traite quand même peut-être 7 ans, 8 ans. 6 ans. 6 ans, ouais. Avant de passer en monotraite. Quand on transforme, on voit tout de suite, enfin avec l'expérience, on voit l'aspect du cahier, on voit comment ça se passe et on voit les manques des animaux. Quand il manque de l'azote, par exemple, le cahier est très mou, enfin voilà. Et le fait de passer en monotraite, eh ben, on a des cahiers beaucoup plus fermes, ce qui en chèvre, dans le lait de chèvre, il n'y a pas beaucoup de protéines, donc c'est jamais un cahier vraiment très très ferme. Mais la monotraite, ça a fait du bien, ça a augmenté le rendement fromager. Voilà ce que j'ai pu constater. Et comme nous, en amande, en herbe, ben, effectivement, en fonction de la qualité de l'herbe, s'il y a des légumineuses, s'il y en a moins,
Eh bien oui, le caillé, il évolue aussi avec des rendements, qui bougent aussi en fonction de l'alimentation. Si on donnait des céréales tout le temps et la même chose tous les jours, on aurait le même rendement. Là, le fait qu'on donne de l'herbe et beaucoup d'herbe, oui, ça bouge, ça monte, ça baisse. Et oui, le fromager, c'est ça qui est un peu plus technique, c'est qu'on doit s'adapter à cela. Après, là, nous, les chèvres, elles ne sont pas poussées en production. Donc, elles ont surtout de l'herbe et du foin. Et du coup, elles passent beaucoup de temps à ruminer. Et elles mangent lentement, elles ruminent lentement. Et du coup, on a des taux, des laits où on a plus de rendement. Parce qu'à une époque, on avait essayé où on donnait beaucoup plus de céréales. On avait plus de lait, mais moins de rendement fromager. Donc, au final, on avait autant de fromage avec plus de lait. Et là, en produisant moins de lait, on a presque autant de fromage. Ouais. On a un coût alimentaire beaucoup plus faible. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'en termes de conséquences non négligeables derrière, il y a une question sur l'incidence sur la santé des chèvres de la monotraite? Ouais. Elles vont mieux. Elles sont moins fatiguées et je dirais que leur santé n'est que mieux. La monotraite, ça leur convient bien. Ça marche. Je reviens sur le fromage. Ah, pardon, vas-y Laurent. En donnant surtout de l'herbe et du foin comme ça, on est sur un aliment qui est riche en oméga et en plein de choses qui font que le fromage est aussi, c'est peut-être un peu subtil, mais nous on préfère un fromage, ce fromage-là qu'un fromage qui serait produit avec du lait produit plus intensif, quoi. Il y a un petit arôme qui est un peu différent. Il faudra. En temps normal, on aurait pu faire une dégustation de fromage, mais là, il faudra se déplacer. Du coup, par rapport au fromage, il y a une question en termes de pratique. Est-ce que au niveau du moulage, c'est des monoblocs qui sont utilisés ou bien des moules individuels? On moule. Alors, on a longtemps moulé à la louche, un peu puriste, 3 fois dans chaque moule. Et ben, ça aussi, je le déconseille parce que ça crée des tensions pas possibles. Donc là, on moule sur multimoule. Donc, on prend une pelle et on verse sur le multimoule et donc on amende sur plusieurs moules et ça, c'est bien. Voilà. Donc, 7 ans de moulage à la louche et là aussi, multimoule, c'est bien. Moi, je le conseille vraiment. Très bien. Par rapport à la diversité des fromages, Sandrine, tu disais que vous aviez une dizaine de fromages qui étaient produits. Est-ce qu'il y avait une question sur le chevrotin? Est-ce que c'est un produit auquel vous avez pensé? Si le chevrotin, c'est un lactique de chèvre, c'est ça qu'on fait. Bon, ben voilà. Il y a une... Je coupe, ça nous dit, c'est un produit qui change les lactiques, un sorte de reblochon de chèvre. Je ne sais pas si vous... Ah oui, alors c'est le fromage qui vient de Savoie, il me semble. Ah oui, une pâte molle. Des pâtes molles, on en fait, oui, quand on fait, nous on vient de Haute-Savoie, donc on a bien mangé quand on habitait en Haute-Savoie. Oui, quand on fait de la tome de chèvre, on s'inspire d'une pâte molle et voilà, donc on en fait. Mais nous, chevrotin, pour nous, c'est les lactiques. Un peu sec. Oui, plus sec que la tome. Sur cette question juste du moulage, je reviens un tout petit peu en arrière. Il y a une question sur la texture des fromages. Est-ce qu'il y a une différence constatée entre les moules individuels et les blocs? Ouais. Quand on moule à la louche, on respecte plus le cahier. Et en fait, on dépose des couches successives. Et du coup, le petit lait, il filtre entre les couches. Et on a un égouttage qui n'est pas pareil que quand on utilise un multimoule. Après, sur le résultat final, ça donne peut-être un fromage qui s'égoutte plus rapidement. Donc, qui aura des qualités
D'égouttage, donc un égouttage plus rapide, donc la flore extérieure va se développer plus rapidement, un peu moins de mucor peut-être. Mais bon, c'est vrai que quand on utilise un multimoule, le cahier il se brise un peu plus, l'égouttage est un peu plus long. Ouais, donc on a des risques d'avoir un peu plus de mucor, mais par contre, on a moins de risques d'avoir des tensions musculo-squelettiques qui viennent quand même avec la répétition du mouvement. Et en termes de régularité des produits, du coup? Ouais, c'est kiff-kiff, c'est pareil. Ok. Il y a des questions, il y a pas mal de questions qui reviennent sur le temps de travail. Je pense qu'on va peut-être l'aborder de manière plus globale, mais là, spécifiquement sur les débouchés, il y avait des questions sur le marché des lys, pour savoir combien de personnes est-ce que vous étiez sur et à préparer le marché des lys et combien de temps ça vous prenait en tout et pour tout. Alors, du coup, le marché des lys, nous, ça nous prend en gros 15 heures par semaine. Il y a 10 heures sur le marché, où là, je suis souvent seul, parce qu'on a 3 mètres. Des fois, on est à 2, mais en fait, on ne va pas forcément plus vite à 2. Bon, il y a peut-être moins de queue, mais c'est pas grave. Mais autrement, on passe 3 à 4 heures en préparation et puis retour de marché. Voilà. Donc, après, deux sur le marché, ça pourrait être Enfin, on a essayé des fois à 2, mais bon, souvent, s'il faut embaucher quelqu'un pour faire le marché, je ne sais pas si c'est rentable, quoi. On ne vend peut-être pas assez pour payer un salarié avec nous sur le marché. Ça marche. Sur les questions plus globales du temps de travail, on en reparlera à la fin en même temps que les résultats économiques. Ça permettra d'avoir une vue d'ensemble globale. Héloïse, peut-être qu'on passe à la partie suivante ou on a encore… Je vous propose qu'on avance un petit peu. Là, il est déjà bientôt 15h20. Donc, on va continuer sur le dernier volet de la ferme, donc l'approche un peu plus globale et voir qu'il n'y a pas que des chèvres, mais aussi des pommes, des vaches et tout un écosystème de fermes diversifiées. Donc, on va avancer un petit peu là-dessus. Vous allez nous représenter du coup cette partie-là. Et après, on aura un nouveau temps de questions de 20 minutes à peu près où on pourra reprendre aussi les questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder jusqu'ici. Ok. Donc, du coup, nous, en plus des chèvres sur la ferme, on a 10 vaches qui sont bretonne pinot noir normande, croisée bretonne pinot noir normande. Notre taureau, c'est un breton pinot noir. Et on fait que, en fait, elles sont en vache à étang. On fait que de la viande de veau. On garde le troupeau de vaches donc, et le taureau, et on vend que les veaux. Donc, les veaux, on les vend au détail en caissette. Et on n'a pas de bâtiment, donc les vaches sont toute l'année dehors. Et on a des villages qui sont assez groupés entre janvier et mars. En gros, on a presque la totalité des villages. Comme là, depuis le début janvier, là, sur les 10, il y en a déjà 6 qui ont fait leur veau. Donc, il en reste plus que 4. Je pense que ça va être le mois prochain. Voilà. Là, alors, du coup, l'avantage, on n'a pas de bâtiment. Elles sont toute l'année dehors. Ça, c'est du coup, on n'a pas de frais sur le bâtiment. On n'a pas de… C'est en gain de temps aussi. Voilà, là, l'hiver, il faut quand même leur emmener une botte de foin et puis de l'eau. Mais voilà, ce n'est pas un troupeau qui est dur à gérer. Après, on a aussi, du coup, on a des pommiers qui sont plantés sur la ferme. Donc là, nous, on a commencé à planter les pommiers il y a à peu près 8 ans. Donc, ils donnent quelques pommes, mais autrement, on a quelques vergers aussi, pour l'instant, parce qu'on en perd aussi des vergers. Changement de propriétaire, des fois, du coup, on n'a plus le verger. Et on transforme à peu près 15 tonnes de pommes par an. Voilà. Donc, on continue à planter des pommes sur la ferme parce que du coup, on trouve que ce n'est pas très gênant d'avoir une rangée de pommiers dans le milieu d'un champ. Et donc, on continue de planter. Et puis, ouais, ce sera pour ceux qui reprendront derrière nous.
Parce que là, il faut 10 ans peut-être pour que ça produise beaucoup, quoi. Donc, c'est encore un autre métier. Là, nous, on part du pommier. Au début, on a fait notre pépinière. Donc, on a fait pousser nos petits plants de pommier. On les a plantés, on les a greffés. Donc, voilà, on prend notre temps aussi sur cette activité-là, alors qu'on aurait pu planter des pommiers déjà greffés, presque prêts à produire, quoi. Bon, nous, on a choisi de tout faire. Alors après, sur le performance ici, alors là, du coup, sur le travail, on a... Qu'est-ce que je peux dire là? Donc, on Là, a... peut-être, ce que vous pouvez nous commenter, l'idée de cette diapo, c'est de montrer un petit peu à la fois, niveau économiquement, comment, au bout de plus de 10 ans de fonctionnement, comment vous en sortez. Et puis, par rapport au travail aussi, voilà, est-ce que c'est à l'image, gagner de l'argent comme vous voulez, mais aussi en prenant du temps pour vous? Est-ce que c'est générateur de revenus, votre métier? Ou voilà, un petit peu dire ça. Sur les chiffres, je ne sais pas si on voit très bien, la première barre, c'est le produit d'activité. Donc, toute activité confondue, hein, donc toutes les ventes confondues. La valeur ajoutée en deuxième, le BE et le résultat courant à la fin. Ouais. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous, dans le produit d'activité, on a mélangé, on a le produit de la ferme, plus le produit aussi de notre structure commerciale qui vend le fromage de vache. En fait, on mutualise notre laboratoire quelque part, on transforme le lait d'un collègue. Lui, il transforme son lait en beurre et glace, et nous, on transforme une autre partie en tome. Et puis après, on se répartit les ventes de tout ça. Voilà, on mutualise un peu le labo. Donc là, en gros, la ferme, elle a un produit d'activité qui est à peu près autour de 105 000 euros. Et puis, on a autour de 20 000 euros sur l'activité commerciale. Après, dans l'activité de la ferme, on a la moitié qui est surtout le fromage de chèvre. Et puis après, l'autre moitié, c'est réparti entre les veaux et le jus de pomme. Et on vend aussi 30 tonnes de foin par an. Voilà. Donc ça, c'est pour les produits d'activité. On a un petit peu de PAC quand même si on est toute herbe. Et de la MAEC, là, maintien à l'agriculture économiquement, je sais pas quoi, là, environnement. Et ça nous fait à peu près 10-12 000 euros par an d'aide PAC. OK. Et par rapport à du coup, aux résultats économiques par rapport au temps de travail, est-ce que vous dégagez un revenu satisfaisant par rapport au temps que vous en passez? Est-ce que ça a mis du temps à se mettre en place? Est-ce que les premières années ont été compliquées ou tout de suite vous avez eu un rythme Alors plutôt... nous, là aujourd'hui, on bosse à peu près 40 heures chacun par semaine. Et donc, il y a aussi les samedis, dimanches. Donc, il y a des petites journées des fois, mais on bosse tous les jours. On a un salarié, lui, qui nous permet d'avoir des week-ends et puis quelques congés. Et donc là, ça fait 12 ans qu'on est installé. Donc là, on est à peu près entre 20 et autour de 20 000 euros de revenus, entre 20 et 25 000 euros de revenus pour nous deux. Mais au début, ça n'a pas été ça, non. Nous, on est parti d'un champ, on a créé notre activité, on avait 0 client, donc on faisait 5-6 marchés par semaine. On bossait peut-être 60 heures chacun par semaine et pour avoir même pas 500 euros chacun par mois, quoi. Et ça a été plus compliqué. Et puis à un moment, ben, voilà, il y a eu comme un déclic, quoi. On a eu suffisamment de clients, on a arrêté certains marchés, on a développé d'autres systèmes comme Click Tabarouette.
et qui nous ont fait économiser un peu de temps et puis vendre plus facilement. Donc voilà, donc on a eu au moins peut-être 6 ans où là, bon, on a quand même pas mal bossé, quoi. On a pas mal bossé, mais aussi on était en monoproduit parce qu'on a commencé avec 25 chèvres, il fallait constituer le troupeau et on n'était qu'en chèvres et qu'en transformation fromagère. Et on s'est rendu compte que si tout va bien, c'est super, mais s'il y a une maladie dans le troupeau, et ben là, c'est le bazar. Parce que monoproduit, on fait à faire que de la chèvre, on n'est plus sensible aux aléas de la vie. C'est pour ça qu'on a commencé à transformer un peu de jus de pomme, à commencer à développer l'activité jus de pomme. Après, comme nous, on n'a que des champs bordés de haies et qu'on n'avait pas envie de couper les arbres et qu'il y a plein de champs qui ne sont pas mécanisables, on a pris une vache, on en a pris 2, on a pris un taureau. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces 10 vaches. C'est parce qu'on s'est adapté à notre espace. Et sinon, il a fallu raser les talus, puis faire des grands champs, ce qui n'était pas notre envie. Et donc, on a commencé à vendre des veaux parce que comme on garde nos chèvres jusqu'à la fin, on garde nos vaches jusqu'à la fin, ça c'est une décision personnelle. Et donc, on vend les veaux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plus de résilience. C'est que si sur un atelier, il y avait un souci, par exemple, je ne sais pas, la moitié du troupeau tombe malade, il y a moins de lait, forcément, il y a moins de revenus. On peut se rattraper sur le jus de pomme. Les veaux, ça amène toujours quelque chose. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, tiens, on va partager l'activité en plusieurs activités. Voilà, je pense que ça, c'est important. Et en faisant ça, du coup, on a même réduit le troupeau de chèvres. Avant, on était à 70-80 chèvres. Et là, du coup, on est passé à 55-60 chèvres. C'est du coup un plus petit troupeau, plus facile à gérer. Et du coup, comme ça, on se retrouve avec des plus petites activités. Donc, même si on est 3 sur la ferme, on se retrouve tout seul. On arrive à gérer la ferme, quoi. Sauf si c'est la période des pommes, où là, il y a les chèvres, les pommes. Il suffit qu'il y ait un vélage, mais ça n'arrive pas. Voilà, mais autrement, on a comme ça dans l'année des pics. Il y a les mises bas des chèvres, où là, c'est un pic de travail. Ensuite, on a la période des foins, où c'est un deuxième pic de travail. Et puis, il y a la période de ramassage et pressage des pommes, qui est un autre pic de travail. Donc, février, juin et octobre-novembre. Voilà, ça, ce sont nos pics de travail. Et là où on peut être tranquille, c'est en janvier. Sauf quand on fait des fermes ouvertes d'AgroBio. Quand on fait les fermes ouvertes. Et donc, pour conclure, vous essayez aussi d'avoir en fait une ferme qui a le moins d'impact possible sur son écosystème, c'est ça? Alors, du coup, nous, on est sur une ferme où c'est surtout des terres de lande. On est sur un petit sommet, là, à côté de Pimpon. On a beaucoup de départs de cours d'eau. Donc, on a plein de petits cours d'eau. Donc, après, on a une structure qui est très bocagère. Donc, notre souhait, nous, c'est de préserver tout ça. Préserver les cours d'eau, préserver les bocagères, préserver les petites parcelles. Et du coup, c'est pour ça qu'on est sur une activité que toute herbe. Mais quand même, il faut qu'on valorise l'espace. Et on s'est aperçu que quand même, en diversifiant l'activité, en ayant des chèvres, des vaches et en plus des pommiers, des haies qui nous produisent quand même du bois, on valorise un espace peut-être mieux que si on faisait des céréales. Ça, c'est sûr. Ok, bon, on va pouvoir revenir du coup sur tous ces différents points. Donc, à la fois, on a des questions très précises sur les pommes, sur les vaches, des questions plus globales. Et donc, on va pouvoir revenir là-dessus. Voilà, Laura, je sais pas si tu as commencé un petit peu à recenser les différentes questions. Donc là, il est 15h30. Ça nous laisse une demi-heure pour voilà, revenir sur ces aspects précis. Et puis, même s'il y a d'autres questions, des points qu'on a oubliés, il nous reste pas mal de temps pour discuter un petit peu. Très bien. On va revenir du coup peut-être sur les questions techniques qui concernent les 2 ateliers
des vaches et puis des pommes avant de passer sur les questions globales. Il y avait une question sur les débouchés pour les veaux qui sont mis en place aujourd'hui. Alors nous, toute notre production, tout ce qu'on produit, c'est vendu en direct. Et du coup, nous, les veaux, on les vend soit au détail. Enfin, quand je dis au détail, en fait, c'est qu'on passe par l'abattoir, on découpe les veaux et du coup, soit en caissette. Donc, on vend sur les marchés, que sur le marché. Mais tout le veau part sur le marché. Et un petit peu aussi quelques magasins, ouais, notamment le Champ commun au Gand. Et puis autrement sur la ferme pour les caissettes. Les veaux, après, c'est des bretonnes pinoires. Les veaux, ils font entre 70 et 90 kg de viande. C'est pas très compliqué. Une fois qu'on a un réseau de consommateurs, c'est pas des gros volumes, quoi. Ça marche. Pour rester un petit peu sur le volet plus propre à la production animale, il y avait une question sur votre environnement agricole et peut-être plus social en général, de savoir de quelle manière était accepté le fait que vous laissiez les vaches toute l'année à l'extérieur. Est-ce qu'il y a eu des réactions? Là, le touriste parisien qui débarque quand il neige, il dit pauvre vache, quoi, elles sont dehors. Mais en même temps, voilà, ça c'est les gens qui, franchement, les gens ne savent pas, mais tous les animaux sauvages, ils n'ont pas de bâtiment, ils n'ont pas de paille, ils n'ont pas de foin, ils se débrouillent, quoi. Donc nous, on essaie de leur mettre une surface qui est suffisamment grande à chaque fois pour qu'ils aient de l'espace, qu'ils aient des haies pour se protéger du vent et qu'ils aient des arbres pour se protéger de la pluie. Mais même quand il y a des arbres, ils sont au milieu du champ quand il pleut. C'est surtout le vent qu'il faut bien faire attention. Et puis on les fait tourner rapidement, donc elles ne sont jamais dans la boue. Et franchement, en frais vétérinaires sur les vaches, on en a 0. Le vétérinaire, on le voit une fois par an, c'est pour les prises de sang. Et l'année dernière même, il ne trouvait pas la ferme, parce que c'était un nouveau. Il ne savait pas où on se trouvait. Donc franchement, vaut mieux les laisser dehors. Pour rester sur la question des vaches, du coup, la vente en direct, là, votre prix de vente, si ce n'est pas indiscret, des veaux au kilo, qu'est-ce que vous pratiquez? C'est 12 € le kilo. Et si c'est par morceau, ça va de 20 à 12 € le kilo en fonction du morceau. Très bien. Et en termes de gestion du pâturage du troupeau bovin, comment est-ce que vous gérez ça? Eh ben, en fait, nous, les vaches, elles passent sur toutes les parcelles de la ferme. Donc, je les fais pâturer en fonction de la surface, 1 à 2 semaines par parcelle. Et puis, je fais tourner comme ça toute l'année, quoi. Alors après, j'essaie de calculer pour que, là, comme à cette époque, elles sont sur des zones où il y a du rocher. Comme ça, je pose les bacs à eau et les râteliers sur l'endroit plus sec, quoi. Les zones humides, je les réserve pour l'été, quoi. Ça marche. Une dernière question avant de passer à la production végétale. Sur le mélange lait de vache, lait de chèvre, est-ce qu'il y a une autorisation particulière à faire au niveau du local? La question, c'était peut-on transformer dans un même local et dans des mêmes contenants du lait de vache et du lait de chèvre? Oui. Dans des mêmes contenants, oui, à partir du moment où on a... Enfin, moi, le lait de chèvre, il est sur une table, le lait de vache, il est sur une autre table. Je fais quand même attention qu'il n'y ait pas de croisement entre le lait de chèvre et le lait de vache. Voilà, ça pour moi, c'est important. Parce que le lait de vache, on l'achète, donc il vient de l'extérieur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la traite et ce troupeau, je ne le connais pas. Je le connais, je ne connais que le lait. Et puis, on fait des fromages différents. Avec le lait de chèvre, on fait du lactique. Avec le lait de vache, je fais que de l'atome. Donc, je ne suis pas du tout sur la même production. Donc, je n'ai pas les mêmes contenants, déjà. Parce que, ouais, c'est vraiment
c'est un même atelier, deux productions différentes qui sont vraiment séparées physiquement. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui. S'il y a besoin, la personne qui a posé la question peut rajouter des précisions dans le chat. On va passer sur la partie pommier. Il y avait des questions, notamment vis-à-vis des variétés de pommes qui étaient utilisées. Et si vous aviez des porte-greffes et s'il y avait comment ça se passait au niveau du clonage. Ouais, alors du coup, on a des porte-greffes parce que moi, je suis parti du marc de pomme. Et du coup, de ce marc de pomme, je l'ai mélangé avec de la terre de taupinière, là, et puis je l'ai mis sur le sol et j'ai fait ma pépinière. Et de là, on récupère un porte-greffe. Et après, ce porte-greffe, bah, du coup, lui, on le plante à l'endroit où on veut les pommiers. Et puis, un an après, nous, on a fait, je pratiquais la greffe à l'anglaise, on appelle ça. Donc là, j'ai récupéré des greffes sur des pommiers déjà que j'ai sur la ferme. Puis après, il y a des voisins, là, il y a des gens qui me disent « Ah, j'aime bien ces pommes-là, elles sont à côté. » Donc, c'est des pommiers locaux. Après, je n'ai pas le nom de toutes les variétés de pommes parce qu'il y en a même les pommiers qui sont sur la ferme, il y en a, on ne sait pas. Je pense que c'est du locard pour certaines. Après, on a des rougets de Rennes, on a de la Chailleux, qui connaissent un peu les pommes. On a de la rainette d'Armorique. Et après, sur les pommes acides, voilà, on a des pommes aussi acides. J'ai des pommes très amères. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. C'est des petites pommes, mais jaunes. Voilà. Je ne connais pas toutes les variétés de pommes, mais je greffe quand même. Il y a combien de variétés? Tu saurais nous dire combien il y a de variétés à peu près là, qui En sont... tout, là, on a peut-être une bonne quinzaine de variétés. Il y a certains, j'ai greffé qu'un pommier parce que la personne ne m'a ramené qu'une greffe, quoi. Du coup, voilà, j'en ai greffé qu'un. Est-ce qu'en termes de transformation, là, pour le pressage des pommes, vous avez un équipement en propre ou tout est fait à l'extérieur? Alors, pour le pressage des pommes, non, nous, on n'a pas d'équipement. Moi, je loue un atelier une fois par semaine. Et là, du coup, dans cet atelier, on fait pressage des pommes et mise en bouteille. D'accord. Et en termes de choix des variétés là, qui sont mises en place, là, c'est que de la pomme à transfo. C'est le choix d'avoir des pommes à couteau, s'est posé à un moment donné ou c'est quelque chose que vous avez exclu dès le départ? Non, on a un peu de pommes à couteau. Là, on vend de la pomme de table. On a de la rainette d'Armorique ou du locard aussi. Si on le vend. On a un pommier, c'est de la jubilée. Alors, quand il a des pommes, on les vend aussi en pommes de table. Mais autrement, on a aussi des pommes très amères qui sont immangeables, mais qui font des petites variantes dans les jus, quoi. Donc, si on fait un peu de cidre aussi, si on fait du vinaigre de cidre, donc du coup on fait un peu de cidre, donc on a des pommes à cidre. Mais on ne s'est pas orienté sur de la pomme de table. Parce que là, en agroforesterie, on a des pommiers sur 15 hectares, on a 300 pommiers. C'est qu'il faut voilà, ils ne sont pas tous au même endroit. Donc pour faire du jus, ça va, parce qu'on ramasse toutes les pommes qu'il y a dessous. Après, pour faire de la pomme de table, ça nous ferait faire beaucoup de trajets, quoi. Donc, ce n'est pas un système pour faire de la pomme de table. Et puis, on est sur du haut de tige. Alors, du coup, les pommiers sont assez hauts. C'est plus compliqué, quoi. Ça marche. Est-ce que, en termes de gestion des maladies sur les vergers, vous avez des choses particulières qui se passent? Est-ce qu'il y a des problématiques qui sont plus prégnantes que d'autres? Et si oui, comment est-ce que vous les gérez? Alors, nous, on n'a pas beaucoup de problèmes sur les vergers. On va dire, on a un peu de gui là, sur certains vergers. Mais autrement, on n'est pas vraiment en verger. Les pommiers ne se touchent pas. Ils sont espacés tous. Les derniers qu'on plante, là, ils sont espacés de 30 mètres chacun. Et puis, les anciens pommiers qu'on a dans les prairies, ils sont espacés de 10 à 15 mètres. Donc, même quand il y a un pommier qui a certaines chenilles, là, des fois, elles ne sont même pas sur les autres autour, quoi.
Et je pense que l'espace entre les arbres fait qu'on n'a pas de problème envahissant comme ça de maladies ou de parasites sur les pommiers. Oui, on est beaucoup moins dans une configuration de monoculture qu'on rencontre en fait dans les vergers spécialisés pommiers, dans votre Ouais, configuration. ouais, tout à fait. C'est vraiment pas concentré, quoi. Donc là, moi, j'ai jamais fait un traitement ni rien sur les pommiers. Je fais un petit peu de taille de temps en temps et puis enlever le gui, quoi. C'est tout ce que je fais. Ça marche. Toujours sur la partie végétale, en termes d'entretien, je reviens un tout petit peu en avant sur la gestion des prairies, en termes de fertilisation et d'éventuellement sur semis, aération. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Alors, en termes de fertilisation, nous, il y a les vaches qui quand même mangent l'herbe et puis ressèment l'engrais derrière, quoi. Et puis, on épand un peu le fumier de chèvre aussi, parce qu'elle, il y a un bâtiment pour les chèvres. Et donc, du coup, on a un petit peu de fumier de chèvre qu'on épand dans les prairies. Et après, derrière chaque pâturage, je passe un coup d'herse et de rouleau. Donc, au départ, c'était pour surtout étaler les bouses, mais ça agit un petit peu sur la prairie quand même. Ça fait une petite aération de la prairie. Et voilà ce qu'on fait. D'accord, très bien. Je vais passer peut-être aux questions un petit peu plus globales sur tout ce qui est temps de travail et puis économique. Alors, avant de commencer, il y avait une question vraiment très générale sur votre satisfaction personnelle, vous, sur un système diversifié, le fait d'avoir plusieurs productions et aussi à la fois de la production et de la transformation. Est-ce que vous pouvez, ou sinon on se garde la question pour la clôture, vous la gardez en tête et vous clôturez là-dessus? On va faire comme ça. Alors, il y avait une question sur le temps de travail. Vous avez parlé de vos 40 heures à peu près par semaine, là, par personne. Est-ce que vous arrivez à vous libérer du temps libre et à garder encore un peu de place pour la vie de famille à côté? Alors du coup, pour le temps libre, on a un salarié qui lui bosse 20-25 heures par semaine. Donc lui nous permet d'avoir quelques week-ends. Alors quand nous on parle de week-end, c'est un dimanche et puis un lundi, quoi. Et puis d'avoir quelques congés dans l'année. On n'est pas à 5 semaines, hein. On est un peu moins que ça quand même. Et après, vie de famille, on habite sur la ferme, donc on déjeune avec les enfants le matin. Quand c'est les vacances, on mange avec eux le midi et puis le soir. Ils sont même présents avec nous parfois sur la ferme. Voilà. Après, vie de famille, du coup, oui, même nous, on travaille en couple, quoi. Donc ça, c'est, voilà, on est 24 heures sur 24 ensemble quasiment. Et en termes de satisfaction, du coup, aujourd'hui, là, vous considérez que vous êtes arrivé à une organisation qui vous convient, ou il y a un idéal qui est à atteindre encore Je pense qu'il faut savoir toujours se remettre en question et toujours remettre en question notre organisation pour essayer d'être à l'optimum de l'organisation. L'idéal, ce serait d'avoir plus de temps libre. Du temps libre dans la semaine, on peut s'en dégager un petit peu. Après, partir, c'est toujours pareil. On connaît bien la ferme, enfin, le salarié peut nous remplacer, mais nous, on est deux et le salarié, il est tout seul. Donc, forcément, il y a des tâches qu'il ne peut pas faire comme nous, on l'aurait fait. Donc, ça, c'est à améliorer. Voilà, d'arriver à se prendre un peu plus de temps libre, partir du moins. Voilà. Il y avait la question de la possibilité d'une embauche. Est-ce qu'aujourd'hui, votre situation, ou à terme, vous envisageriez d'avoir un salarié complémentaire? On a déjà notre salarié. Là, ce qui se passe, c'est qu'on commence déjà un peu à bosser là-dessus. C'est que sur le marché, par exemple, là, on embauche. Là, on a 2 salariés aujourd'hui. Donc là, il y a un salarié qui bosse surtout sur la ferme. Puis on a un autre salarié qui bosse un peu plus sur la vente. Parce qu'en fait, le problème, il était là, c'est que notre salarié, quand il est sur la ferme, il ne peut pas passer du temps sur le marché. Donc, on travaille là-dessus pour avoir une personne de plus, quoi.
Et à temps partiel, du coup, qui ferait que la Ouais. vente, c'est ça? Pour l'instant, c'est 2 temps partiels, ouais. Et donc, ouais, je te coupe, Laura, désolée. Parce qu'on avait une question sur justement le contrat de travail du Exactement. salarié, etc. Donc, vous faites des contrats temps partiel, c'est ça? Ouais. Là, on fait des contrats, pour l'instant, les salariés, en fait, nous, ce qui se passe, c'est que très souvent, ils ont un projet d'installation, mais pas chez nous. Du coup, on les embauche à 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis à un moment, leur projet se met en place et du coup, ils nous quittent, quoi. Et donc, pour l'instant, on fait que des CDD. Voilà. On fait des CDD d'1 an et en TESA. Et puis, on n'a pas encore eu l'occasion de faire un CDI. Donc, peut-être que ça va venir, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. En 12 ans, ça a été que des CDD. Donc voilà, on est un petit peu un tremplin pour certains qui s'installent, hein. Je ne sais pas si parmi les participants, il y en a qui sont passés chez nous, mais voilà. Il y avait une question en termes de rémunération du travail sur la règle que vous vous étiez fixée entre vous là sur la répartition de la rémunération. Est-ce que vous avez fait le choix d'avoir une rémunération qui est fonction du nombre d'heures que vous faites ou une répartition 50-50 comment est-ce que ça fonctionne? Comment vous avez décidé ça? Bon, on n'a pas vraiment calculé. Nous, on est en répartition 50-50. Voilà. Après, nous, dans les rémunérations, il y a le salarié où lui, c'est à l'heure. Donc là, on ne réfléchit pas. Il fait tant d'heures, et puis on lui paye ses heures, quoi. Après, nous, là, aujourd'hui, on fait un peu de trésorerie quand même. Il y a des années, on prenait ce qui restait. Donc, des fois, c'était peut-être 12 000 euros ou 15 000 euros dans l'année, quoi. Mais après, pour nous, c'est le même compte en banque. Voilà, donc c'est 50-50. Moi, je ne suis pas mieux payé que Sandrine. Voilà. Très bien. Je reviens un petit peu sur des questions en lien avec votre installation du coup. Vous disiez que vous travailliez à l'extérieur au départ, mais est-ce que vous êtes quand même chacun issu du monde agricole ou pas du tout? Moi, je ne suis pas issue du monde agricole. Mes parents n'étaient pas du tout dans l'agriculture. Je n'ai jamais visité de ferme quand j'étais gamine. Voilà. Et Laurent? Et moi, je suis fils d'agriculteur, moi. Donc, mon père et mes parents étaient en vache laitière et ils vendaient le lait à la laiterie. Et en fait, on s'est installé l'année où mes parents sont partis en retraite. Voilà. Donc, c'est ça qui nous a un peu accéléré. C'est que je pensais reprendre la ferme à mes parents au départ. Et puis après, du coup, il y a un copain d'enfance qui était dans le village qui, lui, voulait aussi s'installer, mais qui n'avait pas de terre. Et vu que nous, on avait quitté la Bretagne. Donc, on lui a laissé la ferme. Et puis, nous, on a cherché une autre structure. Voilà. Après, moi, j'ai fait, du coup, je suis fils d'agriculteur. J'ai fait des études agricoles, enfin, plutôt transformation agroalimentaire. Et après, je travaillais 15 ans en agroalimentaire. Ok. Et donc, avant de vous installer, du coup, la question est peut-être plus adressée à Sandrine. Est-ce qu'il y a une formation complémentaire à faire avant l'installation? Est-ce que j'ai fait une formation complémentaire? Oui. Non. BPRA. Ouais, j'ai fait un BPRA en maraîchage. Et quand on a cherché une ferme, parce qu'on a mis 4 ans pour trouver notre ferme, on habitait en Haute-Savoie à l'époque, on a fait tout type de ferme et on a trouvé des fermes qui cherchaient des associés, notamment en lait et transformation fromagère. Et en voyageant de ferme en ferme dans un cadre éventuel d'installation, eh bien, on s'est dit qu'on allait se lancer en chèvre et en transformation fromagère. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Il n'y a pas eu du coup de formation pour notamment sur la partie transformation? Non. Ça a été Non, de la...
J'ai de la chance d'observer beaucoup. Et Laurent, lui, il a travaillé quand même comme fromager pendant des années et il avait les études pour aussi à l'ENIF de La Roche-sur-Foron. Donc, c'est vrai que j'ai pu me baser sur l'expérience de Laurent pour commencer à transformer dans la fromagerie. Moi-même, j'avais un DUT en agroalimentaire et puis des compétences transposables de mon ancien métier vers mon nouveau métier. Donc, ça l'a fait. La preuve est là aujourd'hui. Et il y avait une question également sur la partie conversion bio, puisque la conversion, si je ne me trompe pas, a commencé au moment de ton installation, Laurent. Et comment est-ce que ça s'est passé et pourquoi être parti en bio à cette époque-là? Alors du coup, nous, en fait, on s'est installé. Ce qui nous a poussé à nous installer, c'est que moi, je bossais en industrie agroalimentaire, Sandrine dans la chimie. Et déjà, dans notre vie privée, on commençait déjà à avoir une réflexion sur notre alimentation. Ça fait déjà une vingtaine d'années. Et du coup, avec le temps, on s'est mis à manger bio. Et du coup, quand on s'est installé, on n'avait pas d'autre, enfin, on ne voyait pas une autre activité qu'une agriculture biologique, quoi. Donc, dès le début, il y a eu une période de conversion, puis on a repris des terres qui n'étaient pas en bio. Mais dès le début, en fait, on est sur une agriculture biologique. Nous, on ne voyait pas faire une autre agriculture que celle-ci. Ouais, D'accord. Et la ferme qui a été reprise à la base était en conventionnel et avec un historique du coup plutôt très intensif, avec un temps de remise en marche pour une pratique en bio ou... Non, nous, on a repris vraiment, là, on n'a pas repris toute la ferme enfin, on a repris une grosse partie de la ferme du Cédan, mais c'est surtout, c'était déjà beaucoup en prairie, quoi. On est vraiment sur un endroit où il y a beaucoup de zones humides, beaucoup de petits champs, et c'est très peu mécanisable pour faire des cultures. En plus, on est au cœur de la forêt, là, et il y a du sanglier, des biches, des cerfs, il y a tout ça qui viennent aussi manger dans les champs. Alors là, quand on fait des cultures, c'est très difficile, il faut la partager. Donc, même le cédant, il avait cette difficulté-là. Donc, il faisait surtout de l'herbe. Donc, en fait, la conversion n'était pas très compliquée. Et donc il y a une question, pourquoi le choix d'aller sur la labellisation bio plutôt que juste être en pratique agroécologique? Pratique agroécologique, je ne sais même pas ce que c'est ça. Mais, la certification bio, là, on est sûr qu'on n'utilise pas de traitement chimique. C'est dans le cahier des charges. Il n'y a pas d'antibiotiques. Enfin, on peut les utiliser, mais il faut une dérogation. C'est limité. Il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas d'herbicides. Nous, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas un semblant agroforesterie, mais autoriser des engrais chimiques. Voilà, quoi. Même le label rouge. J'ai bossé dans une ferme label rouge. On a le droit aux engrais et aux pesticides. Donc, c'est pas, pour nous, ça ne suffit pas, ça, comme cahier des charges. Et est-ce que c'est aussi quelque chose qui vient des clients? Est-ce que vous avez l'impression qu'au marché ou à la vente dans les magasins, on vous demande ce label bio ou ça change? Est-ce que ça a évolué dernièrement? Est-ce que vous avez des nouveaux clients qui viennent grâce à ce label ou... Aujourd'hui, il y a quand même une recherche. Il y a beaucoup de labels aujourd'hui. Donc, du coup, les gens, ils vont facilement vers le label bio parce que là, c'est un label qui est reconnu et puis qui est strict. C'est que là, on ne fait pas semblant, on ne met pas un petit peu d'engrais, mais on est raisonné. Non, non, on n'en met pas. Point. Et il n'y a pas de produits chimiques. Ou s'il y en a, on pense aux antibiotiques parce que c'est pareil, on ne laisse pas les animaux mourir. S'il faut un antibiotique, c'est possible. Mais il y a une dérogation, l'animal, on ne peut plus utiliser ce qu'il produit, où il y a des délais d'attente importants. Et donc, du coup, les gens, ils font, aujourd'hui, voilà, c'est un label qui est reconnu. Et puis, en plus, voilà, on ne fait pas semblant. Et on voit depuis quelques années sur le marché
il y en a plein qui se revendiquent, ils font comme du bio, ou alors c'est de l'agriculture raisonnée. Et nous, on est commerçants et on peut creuser derrière et on se rend compte qu'il n'y a rien qui est juste de tout cela. Donc le label bio, comme dit Laurent, c'est quand même quelque chose d'assez poussé, où toutes nos factures sont vérifiées, où, voilà, c'est vraiment une cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on fait, pour nous. Enfin, pour moi en tout cas. J'espère que ça aura répondu à la personne qui a posé la question. Une question économique avant de faire peut-être un mot de conclusion. Je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, peut-être que Héloïse, tu les as aussi, toi qui as vu la compta. Est-ce que vous pourriez nous donner des ordres de grandeur de la rémunération du foncier par an et éventuellement des amortissements? La rémunération du foncier, alors si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, combien ça nous coûte la location de la ferme? C'est ça. On a- La location, le fermage en fait, Ouais, le annuellement. fermage, nous, on est vraiment sur des terres de lande, c'est 60 € l'hectare au minimum, et pour les meilleures parcelles, on est à 110 €. Du coup, on doit être à 2500 € de fermage par an. Après, il ne faut pas rêver, ce n'est pas des terres qui produisent beaucoup. Mais voilà. Ça marche. Et donc, par rapport aux amortissements, est-ce que vous avez une idée du montant par an? Alors, ça va plus être les annuités. Du coup, ça va se traduire par les annuités. Sinon, je les Héloïse, vas-y. Ouais, les annuités diminuent parce qu'on a eu beaucoup d'investissements au départ, si on n'avait rien du tout. Et aujourd'hui, nos investissements sont sur de l'amélioration de conditions de travail, essentiellement. Et puis, il y a des annuités qui sont finies là. Ça fait 12 ans, on paye plus autour sur... de 9 000 € par an. C'est à peu près ça sur la dernière compta que vous nous aviez passée. C'est ça. C'était le dernier exercice, donc 2019 de mémoire. C'est ça, de l'année 2019, vous étiez à 8 000 € par an d'annuité, quoi. Donc, est-ce que c'est amené à évoluer? Est-ce que vous avez des investissements prévus là Ouais, cette année, on réinvestit donc dans le sol de la fromagerie. On a agrandi une cave parce qu'on n'arrivait plus à gérer la circulation dans la cave. Et cette année, on reconstruit un bâtiment pour mettre des panneaux solaires. Voilà, donc on repart encore sur pas mal d'investissements cette année. Et puis aussi, on plante tout le restant de nos pommiers. Là, ils vont être plantés cette année et après, normalement, théoriquement, on ne replantera plus de pommiers non plus. Voilà les investissements qui sont pour cette année. On améliore les conditions de travail. Parce que c'est quand même un métier physique. Donc, on peut bidouiller, mais la bidouille, ça épuise au bout d'un moment. Et le fait d'améliorer ces conditions de travail, là, pour la cave, on améliore les conditions de travail. Pour le sol de la fromagerie, par exemple, eh bien, on passera beaucoup moins de temps de nettoyage théoriquement. Voilà. Tout ça, mis bout à bout, c'est de la fluidité au niveau des conditions de travail. Ça marche. Bon, je vois qu'il est... Ah, Laurent, vas-y, si tu veux rajouter quelque chose. On a une capacité en fait de rembourser 8 à 9 000 € par an. Et donc là, on a des annuités qui sont annulées et du coup, on a profité pour réinvestir pour faire des économies aussi. Parce que là, les panneaux solaires, on va passer en autoconsommation. Donc, du coup, on investit dans un outil qui va nous produire notre électricité. Ce n'est pas de l'électricité qu'on va revendre, c'est de l'électricité qu'on va consommer directement. Voilà. Très bien. Je vois qu'il est 16 h. On pose 2 dernières questions, puis on clôturera. Si vous avez encore 5 minutes, là, les participants. On a dû commencer à 14h05, ça justifie notre dépassement de 5 minutes. Du coup, 2 questions, une en lien avec le contexte climatique actuel sur les perspectives d'adaptation éventuelle dans les prochaines années avec la multiplication et l'accentuation des sécheresses. Et puis, une question sur votre satisfaction globale sur votre système actuel diversifié à la fois en termes de diversité de production et de production plus transformation. Alors, pour
pour la production, nous on est vraiment sur une zone, on est à 200 mètres d'altitude, avec beaucoup de bocage. Vraiment, on doit avoir 5 départs de cours d'eau, donc on a beaucoup de zones humides. Donc là, nous, les météos, comme l'année dernière, elles sont vraiment au top, quoi. Parce que là, on a une production d'herbe abondante, on n'a pas de sécheresse. Et puis après, là, du coup, au niveau satisfaction, là, ça fait déjà 12 ans, donc on essaie de se créer un peu plus de confort de vie. Donc, le travail, on le maîtrise. On essaie de le simplifier et puis de développer sur notre confort de travail. Comme là, on refait la fromagerie, on équipe des trucs pour que ce soit plus confortable. Bon, avec le temps, je pense que là, on va pouvoir augmenter notre temps libre. Et puis, voilà, pour l'instant, moi, ça va. Je suis assez content. Alors moi, je suis contente d'avoir appris tout ça. Je ne me rendais pas compte qu'en reprenant une ferme, je savais que j'allais changer de vie, mais je ne me rendais pas compte à quel point ma vie d'avant était vraiment pauvre, finalement, d'expérience et de rencontres. Voilà, donc ça, c'est une satisfaction intéressante. Après, au niveau transfo, moi, je peux dire quand même que ça me plaît dans le sens où je crée tout le temps et j'ai cette possibilité de création tout le temps. Ça ne m'empêche pas d'avoir plein d'autres idées que j'aimerais mettre en place. Donc, moi, maintenant, mon objectif, c'est d'avoir un peu plus de temps libre pour pouvoir créer des projets qui sont en relation avec la ferme, mais qui sont différents. Voilà. Super. Merci. Donc, je vois là qu'on a quelques personnes déjà qui nous quittent. Donc, on arrive dans la fin de ce webinaire. Je pense quand même qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. On a certaines questions qui sont peut-être passées à la trappe parce qu'il y a eu des moments où on avait beaucoup de questions et on essayait aussi de réguler un peu le temps. Donc, comme on vous a dit, on va reprendre toutes ces questions. On vous repartagera le document, le PowerPoint, donc le document de synthèse où on rajoutera les points qu'on a pu oublier. Donc, comme ça permettra de ramener les questions qui manquent. Je vous mets aussi, je me suis trompée, je vous mets dans la barre de discussion les liens pour les fermes ouvertes, les autres fermes ouvertes d'AgroBio 35. Donc, on espère qu'en 2021 seront en présentiel. Et également le lien de la chaîne YouTube AgroBio où vous pourrez retrouver donc la vidéo sur YouTube, donc en meilleure qualité, et aussi le replay du webinaire si vous avez envie de revoir le webinaire, de le partager à d'autres personnes. Donc voilà. Encore merci du coup Sandrine et Laurent pour le temps que vous avez pris avec nous pour la préparation et puis pour cet après-midi. Merci Laura aussi pour toute ta gestion logistique qui était au top. Et merci à vous tous. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions, si vous voulez plus d'infos ou à contacter Sandrine et Laurent. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci.